La lecture du testament de mon père a duré exactement 17 minutes. Je le sais parce que j'ai compté chaque seconde en fixant l'horloge comptoise dans le coin de son bureau, pendant que mes frères se partageaient un empire de 18 millions d'euros. Je m'appelle Pierre Delacroix, bien que le nom Delacroix ait toujours été accompagné d'un astérisque dans mon cas. J'ai 28 ans, et j'ai passé chacune de ces années à me faire rappeler que je suis le fils qui n'aurait jamais dû exister. Mon père, Victor Delacroix, a bâti son empire immobilier à partir de rien, ou du moins c'est ce que prétendaient les articles du Figaro Économie. Il est mort il y a 5 jours à son bureau, la main toujours crispée sur son stylo Maintblank, signant des contrats jusqu'à ce que son cœur lâche. L'homme s'est tué à la tâche, et d'une certaine manière, cela semblait approprié. Il avait vécu toute sa vie en mode transactionnel, tout se mesurant en profit et pertes, y compris ses enfants, et surtout moi. Maître Raymond Faure, l'avocat de la famille, était assis en face de nous à la table en acajou, ses mains usées arrangeant les documents avec une précision routinière. À ma gauche était assis mon frère aîné, Guillaume, 35 ans, portant déjà la Rolex de notre père qu'il avait récupérée sur le corps. À ma droite, Henri, 32 ans, envoyant des SMS à sa femme pour savoir dans quelle propriété ils allaient emménager en premier. Et puis il y avait moi, le fils illégitime, le rappel du seul moment de faiblesse de notre père avec sa secrétaire il y a 29 ans. Les propriétés parisiennes, y compris les 3 appartements de l'avenue Foch et les 2 immeubles commerciaux dans le Marais, évalués à 8 millions d'euros, je les lègue à mon fils, Guillaume, lui Maître Faure, sa voix monotone résonnant dans la pièce lambrissée. Guillaume eut un sourire en coin et se servit un autre verre du cognac centenaire de père. Il était temps que le vieux reconnaisse qui dirigeait vraiment les opérations à Paris. Le domaine de Deauville, la collection complète de yachts, y compris le Rêve Céleste, et tous les véhicules stockés dans le garage de Neuilly, évalués à 7 millions d'euros, je les lègue à mon fils Henri. Henri éclata de rire. Les voitures. Mathilde va devenir folle. Il y a une Ferrari de 1967 dans cette collection qui vaut 2 millions à elle seule. Ils continuèrent à diviser l'empire comme des gamins triant des bonbons après Halloween, portefeuille d'actions, compte en Suisse, collection d'art, et même le jet privé de l'entreprise. Toutes les quelques minutes, l'un d'eux me jetait un coup d'œil avec un amusement à peine dissimulé, attendant que mon nom soit appelé. Nous savions tous que cela allait arriver. La question était, à quel point cela serait-il insignifiant? Pierre, dit enfin Faure, et mes 2 frères se penchèrent en avant comme des vautours sentant la charogne. Faure plongea la main dans sa serviette en cuir et en sortit une unique enveloppe marron, vieillie et légèrement cornée. Mon nom y était écrit d'une écriture tremblante qui devait être celle de mon père vers la fin. Je laisse cette enveloppe pour qu'elle soit ouverte en privé, contenant ce qu'il a besoin de savoir. Le silence dura peut-être 3 secondes avant que Guillaume n'explose de rire si fort qu'il renversa son cognac. Une enveloppe? Il s'étouffait presque de rire. 2 ans à essayer de jouer à la famille parfaite et papa te laisse une lettre. Henri était plus calme, mais ses yeux pétillaient d'une satisfaction cruelle. C'est peut-être une carte de remerciement. Merci d'avoir compris ta place, gamin. Voici un moment d'émotion pour tes peines. Ou l'adresse de Pôle emploi le plus proche, ajouta Guillaume, sortant déjà son téléphone pour texter la nouvelle hilarante à quelqu'un. Mon Dieu, attends que le conseil d'administration apprenne ça. Le bâtard a eu du papier pendant que nous avons eu le royaume. Maître Faure me tendit l'enveloppe avec quelque chose qui ressemblait à de la sympathie dans les yeux. Elle ne pesait rien. 28 ans à essayer de gagner ma place dans cette famille, et tout se résumait à quelque chose qui pesait moins qu'une facture de téléphone. Messieurs, poursuivit Faure, ignorant les rires, votre père a insisté pour que je lise cette dernière déclaration. Il ajusta ses lunettes et lut, le sang peut déterminer l'héritage, mais le caractère détermine la valeur. J'ai confiance que chacun de vous recevra exactement ce qu'il mérite. Mes frères étaient trop ivres de victoire pour saisir l'étrange formulation. Ils se disputaient déjà pour savoir qui récupérerait le bureau du père au siège social à la Défense. J'ai glissé l'enveloppe dans la poche de ma veste, je me suis levé sans un mot et j'ai marché vers la porte. Et, Pierre, m'interpella Guillaume. Si tu as besoin d'un boulot, j'ai peut-être une ouverture à la maintenance de l'immeuble. Tu devras commencer par nettoyer le sous-sol, mais, tu as l'habitude d'être en dessous de nous, non? J'ai continué à marcher. Leurs rires m'ont suivi à travers le hall en marbre, devant les portraits des hommes de la Croix qui ne m'avaient jamais reconnu, jusque dans l'après-midi d'octobre, où ma vieille Peugeot 206 de 10 ans trônait entre leurs Maserati comme la chute d'une blague que personne n'avait besoin de raconter. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvait un numéro de compte bancaire et 11 mots qui allaient révéler 25 ans de mensonges.
Mais je ne le savais pas encore. Tout ce que je savais, c'est que j'avais fini de mendier les miettes de leur table. Je me suis assis dans ma voiture, moteur éteint, fixant cette enveloppe avec mon nom écrit par des mains mourantes, et je me demandais quelle insulte finale mon père avait gardée pour la fin. Je n'ai jamais eu ma place dans la famille de la Croix, et tout le monde s'assurait que je le sache. Dès l'instant où j'ai pu comprendre les mots, j'ai compris que j'étais différent, moindre, toléré, mais jamais vraiment accepté. Mon premier souvenir est celui de Guillaume, alors âgé de 10 ans, expliquant à ses amis de l'école privée pourquoi je vivais dans leur maison. C'est Pierre, disait-il en me pointant du doigt alors que je jouais seul dans un coin. L'erreur de papa avec sa secrétaire. On le garde parce que papa se sent coupable. Ma mère, Diane Rousseau, est morte quand j'avais 3 ans. Un accident de voiture sur l'autoroute A13, m'avait-on dit. Seule en cause, défaillance des freins. Tragique mais simple. Elle avait été la secrétaire de Victor pendant 5 ans, et leur liaison m'avait produit, moi, la preuve de l'unique erreur de jugement de mon père. La femme de Victor était déjà morte d'un cancer 2 ans avant ma naissance. Alors quand Diane est morte, Victor m'a recueilli, non par amour, j'ai appris plus tard, mais par obligation. Le manoir de la Croix à Saint-Cloud était un assemblage de 32 pièces de marbre froid et de standards impossibles. Alors que Guillaume et Henri avaient leurs noms gravés sur les portes de leur chambre, la mienne indiquait simplement chambre d'amis 3. Au dîner de famille, je m'asseyais au bout de la table, assez près pour être présent, mais assez loin pour être oublié. Victor demandait à ses fils comment se passait leur journée à HEC, leur stage dans l'entreprise, leurs avis sur les tendances du marché. À moi, il hochait parfois la tête et demandait si j'avais besoin de quelque chose pour l'école. Non, monsieur, était toujours ma réponse, même quand j'en avais besoin. Henri était plus subtil dans sa cruauté que Guillaume, mais plus efficace. Là où Guillaume utilisait la force brute, Henri utilisait la précision chirurgicale. Il m'invitait à me joindre à lui et ses amis, puis passait tout son temps à expliquer pourquoi je ne pouvais pas participer à leurs activités. Pierre ne peut pas venir au country club, les gars. Ils ont des exigences strictes pour les membres. Ou mon préféré, Pierre comprend pourquoi il ne peut pas être sur les photos de famille. Ça embrouillerait les investisseurs. J'ai appris à me rendre utile pour survivre. Quand Guillaume avait besoin de quelqu'un pour rédiger ses dissertations universitaires, je le faisais. Quand Henri avait besoin de quelqu'un pour prendre le blâme d'avoir éraflé la Mercedes, je le prenais. Quand Victor avait besoin de quelqu'un pour travailler 18 heures par jour à l'entreprise sans plainte ni reconnaissance, j'étais là. Je suis devenu couramment bilingue dans le langage de la servitude, pensant que si je travaillais assez dur, si je me sacrifiais assez, peut-être qu'un jour Victor me regarderait comme il les regardait. Mais il ne l'a jamais fait. Aux réunions du conseil de Delacroix Industrie, on me présentait comme son pupille ou son projet spécial. Au gala de charité, j'étais le jeune homme que Victor mentorait. Jamais fils, jamais famille. Je les regardais poser pour des photos avec Guillaume et Henri lors d'événements d'entreprise pendant que je tenais leur manteau hors du champ de la caméra. Je les écoutais parler à des associés de ces 2 garçons alors que je me tenais à 1 mètre, invisible. Le plus fou, c'est que je les surpassais tous les 2 dans tous les domaines mesurables. Alors que Guillaume et Henri fêtaient leur chemin à travers leurs études dans les grandes écoles grâce aux admissions sur titre et au nom de papa, j'ai gagné ma place à Centrale Supélec grâce à des bourses au mérite. Alors qu'ils se pointaient aux réunions du conseil avec la gueule de bois et sans préparation, j'ai bâti mon propre cabinet de conseil à partir de rien, décrochant des contrats à 6 chiffres à 25 ans. Mes clients incluaient des entreprises du CAC 40 qui auraient ri au nez de Guillaume, mais rien de tout cela ne comptait. Tu ne peux pas te rendre légitime par la réussite, m'a dit Victor une fois, le moment où il a été le plus proche de reconnaître ma situation. Tu es ce que tu es, Pierre. Fais la paix avec ça. Alors, j'ai essayé. Je suis sorti avec une femme nommée Sophie pendant 2 ans, sans jamais la présenter à ma famille parce que comment expliquez-vous que vous êtes à la fois un Delacroix et pas un Delacroix? J'ai loué un petit appartement dans le 11e arrondissement malgré un accès théorique à de multiples propriétés familiales. J'ai construit une vie adjacente mais séparée de l'empire de la Croix, comme un satellite qui orbite mais n'atterrit jamais. Puis Victor a commencé à tomber malade. Les problèmes cardiaques ont commencé l'année dernière, et malgré les meilleurs médecins que l'argent pouvait acheter, nous savions tous que le temps était compté. Guillaume et Henri tournaient autour comme des requins, visitant plus fréquemment, soudainement intéressés par la sagesse et les histoires de leur père. Ils parlaient ouvertement de leur plan d'héritage devant moi, débattant des propriétés qu'ils garderaient et de celles qu'ils vendraient.
Qu'est-ce que tu penses que Pierre aura, ai-je entendu un jour Mathilde, la femme d'Henri, demander lors d'un dîner de famille. Peu importe ce que c'est, a répondu Henri, sans prendre la peine de baisser la voix. Ce sera plus qu'il ne mérite. L'appel concernant la mort de Victor est arrivé alors que je révisais des contrats pour un client. Crise cardiaque massive à son bureau, a dit la secrétaire. On l'avait trouvé affaissé sur des papiers d'acquisition, le stylo toujours en main. D'une certaine manière, ce détail m'a rendu plus triste que la mort elle-même. L'homme était mort exactement comme il avait vécu, seul avec son travail, mesurant la valeur en mètres carrés et en marge bénéficiaire. Debout dans ce bureau 5 jours plus tard, regardant mes frères célébrer leur aubaine, j'ai réalisé que j'avais passé toute ma vie à essayer de gagner l'amour d'un homme qui n'en avait pas à donner. Ni à eux, ni à moi, ni même à lui-même. La lecture du testament était prévue pour vendredi après-midi à 14 heures précises. Je suis arrivé au domaine avec 15 minutes d'avance, garant ma Peugeot derrière un camion de traiteur qui déchargeait du champagne. Guillaume et Henri avaient déjà commencé leur célébration, apparemment assez confiants dans leur héritage pour engager des organisateurs de fêtes avant même que le testament ne soit lu. Je les ai trouvés dans le bureau avec leurs femmes, buvant la collection de cognac prisé de Victor et divisant les actifs sur des serviettes de cocktail comme des enfants échangeant des cartes Pokémon. La femme de Guillaume, Chloé, était en FaceTime avec un agent immobilier, visitant un Penthouse à Milan. Mathilde, la femme d'Henri, avait étalé des catalogues de yachts sur le bureau de Victor, encerclant des améliorations pour les bateaux qu'elle n'avait même pas encore hérités. Regardez qui a décidé de se montrer, annonça Guillaume quand je suis entré, levant son verre dans un salut moqueur. Venu voir comment les vrais héritiers héritent? Juste là pour la lecture, dis-je, prenant place dans un coin, la même chaise que j'avais toujours occupée lors des réunions de famille. C'est intelligent de gérer tes attentes, ajouta Henri, sans lever les yeux de son téléphone, où il listait apparemment déjà l'une des propriétés qu'il s'attendait à hériter. Bien que je sois curieux de voir ce que papa a trouvé pour toi. Je parie sur cette Rolex cassée qu'il n'a jamais fait réparer. Ça semble poétique, donner la montre cassée au fil cassé. Maître Raymond Faure entra à 14 heures exactement, sa présence faisant immédiatement passer l'énergie de la pièce de la cruauté décontractée à la procédure formelle. Il avait été l'avocat de Victor pendant 30 ans, avait construit toute la structure juridique de Delacroix Industries. Si quelqu'un connaissait les secrets de Victor, c'était Faure. Messieurs, mesdames, il fit un signe de tête aux épouses, pouvons-nous commencer? Il ouvrit sa serviette en cuir avec une efficacité rodée, sortant un épais dossier marqué du sceau de Victor. Le testament lui-même était étonnamment bref pour un domaine aussi massif, mais Victor avait toujours été économe de mots. Dernière volonté et testament de Victor Edmond Delacroix, exécuté 3 mois avant sa mort, remplaçant tous les documents précédents, commença Faure, sa voix portant le poids de la finalité légale. Les 10 premières minutes se sont passées exactement comme tout le monde s'y attendait. Guillaume a hérité du portefeuille immobilier parisien. 8 millions d'euros de propriété de premier choix. Il a littéralement poussé un cri de joie quand Faure a lu les adresses, calculant déjà les possibilités d'expansion. Henri a reçu le domaine de Deauville, où nous avions passé nos étés, la collection complète de yachts et toute la collection de véhicules de Victor, y compris des voitures anciennes qui avaient leur place dans des musées. 7 millions d'euros de jouets pour un homme qui n'avait jamais travaillé honnêtement un seul jour de sa vie. Ils se sont partagés les actifs liquides, les portefeuilles d'actions, les comptes offshore dont Victor pensait que personne ne connaissait l'existence. Chaque frère est reparti avec des millions supplémentaires en investissement et en espèces. Chloé envoyait déjà des SMS à ses amis pour planifier une fête au Ritz. Mathilde avait ouvert le site du Yacht Club de Monaco pour réserver des places de port. À Pierre, lut enfin Faure, et la pièce devint silencieuse d'anticipation. Il plongea de nouveau la main dans sa serviette, sortant cette fois une unique enveloppe marron, vieillie et cornée comme si elle avait été manipulée de nombreuses fois. Mon nom était écrit dessus de la main de Victor, mais tremblante. Je laisse cette enveloppe pour qu'elle soit ouverte en privé, contenant ce qu'il a besoin de savoir. Le rire fut immédiat et explosif. Guillaume se renversa littéralement dans sa chaise, renversant du cognac sur le tapis perçant de Victor. Henri était plus contrôlé, mais son sourire disait tout. Une enveloppe, siffla Guillaume entre deux rires. 2 ans de lèche-botte pour un bout de papier. C'est peut-être un bon de réduction, suggéra Chloé, participant à la blague. 10% de réduction sur ta prochaine séance de thérapie pour problèmes paternels. Ou l'itinéraire vers le foyer pour sans-abri le plus proche, ajouta Mathilde, puisqu'il ne vivra plus dans la maison d'amis. Faure me tendit l'enveloppe sans croiser mon regard.
Elle semblait impossiblement légère, comme tenir de l'air. 28 ans dans cette famille, et tout mon héritage pesait moins qu'une carte d'anniversaire. Messieurs, il y a une dernière chose, poursuivit Fort, sa voix coupant le rire. Votre père a insisté pour que je lise cette déclaration. Il ajusta ses lunettes et lut sur une feuille séparée, le sang peut déterminer l'héritage, mais le caractère détermine la valeur. J'ai confiance que chacun de vous recevra exactement ce qu'il mérite. Moralisateur jusqu'à la fin, marmonna Guillaume, se versant déjà un autre verre. Au moins, nous méritons des millions, tandis que Pierre mérite de la papeterie. Ils étaient trop ivres de victoire pour remarquer l'expression de Fort lorsqu'il lut ces mots. La façon dont ses yeux s'attardaient sur eux comme s'ils savaient quelque chose que nous ignorions. Ils étaient trop occupés à planifier leur nouvelle vie pour se demander pourquoi Victor avait insisté pour qu'une phrase spécifique soit lue à haute voix. Je me suis levé pour partir, l'enveloppe brûlant dans ma poche. Henri m'interpella alors que j'atteignais la porte. « Et Pierre, quand tu ouvriras ça, dis-nous si c'est au moins du bon papier. Peut-être que tu pourras l'encadrer, l'accrocher dans le studio où tu finiras. » Leurs rires me suivirent hors de la maison, devant le personnel du traiteur qui installait leur fête, devant les portraits des patriarches de la Croix qui ne me réclameraient jamais, jusque dans l'après. Midi d'octobre où ma Peugeot attendait comme la seule chose honnête dans ma vie. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 1 heure, moteur éteint, fixant cette enveloppe comme si elle allait exploser. Une partie de moi voulait la déchirer sans l'ouvrir. Préserver le peu de dignité qu'il me restait en refusant de participer à l'humiliation finale de Victor. Mais la curiosité est plus forte que l'orgueil, surtout quand on a passé toute sa vie à chercher des réponses. Le parking s'était vidé, à l'exception des camions de traiteurs. À travers les fenêtres du domaine, je pouvais voir la fête commencer. Les ombres de mes frères et de leurs amis portant un toast à leur bonne fortune. J'ai retourné l'enveloppe entre mes mains, sentant la qualité du papier. Il était vieux, peut-être vieux de plusieurs décennies, le genre de papier épais que personne n'utilisait plus. Finalement, je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier pliée une fois. Le message était écrit à la main dans l'écriture soignée de Victor, mais plus ferme que l'écriture sur l'enveloppe, comme si cela avait été écrit des années auparavant quand ses mains étaient encore fortes. Pierre, ceci est pour l'enfant qui n'était jamais censé exister. Numéro de compte 44-47829163 Zurich Liberty Bank. Ta mère savait pourquoi. C'était tout. Pas d'explication, pas de sagesse paternelle, pas d'excuse. Juste un numéro de compte bancaire suisse et une référence à ma mère morte. Je l'ai lu 5 fois, essayant d'extraire un sens de ces quelques mots. L'enfant qui n'était jamais censé exister. Même dans son dernier message pour moi, Victor ne pouvait s'empêcher de me rappeler que j'étais une erreur. J'ai conduit jusqu'à mon appartement, mon esprit passant en revue les possibilités. Peut-être était-ce un petit fonds fiduciaire, assez pour montrer qu'il avait pensé à moi, mais pas assez pour compter. Peut-être était-ce symbolique, 100 € pour correspondre aux 100 façons dont il m'avait renié. Ou peut-être n'était-ce rien. Un compte fermé. Une dernière blague d'outre-tombe. Mon ordinateur portable était ouvert sur ma table de cuisine où je l'avais laissé ce matin-là, travaillant sur une présentation client que je ne finirais jamais. J'ai navigué vers le site web de la Zurich Liberty Bank. Leur logo discret promettant la confidentialité bancaire suisse qui avait caché des fortunes pendant des siècles. Le processus de connexion était plus simple que prévu, le numéro de compte, mon numéro de sécurité sociale, et une question de sécurité, nom de jeune fille de la mère. Rousseau. Diane Rousseau, la secrétaire qui avait commis l'erreur de tomber amoureuse de son patron. Avant de pouvoir vérifier le solde, avant de pouvoir apprendre quelle serait l'insulte finale de Victor, je me suis arrêté. Il y avait autre chose dans son message qui me dérangeait. Ta mère savait pourquoi. Je n'avais jamais vraiment enquêté sur la mort de ma mère. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était un accident de voiture quand j'avais 3 ans. Tragique, mais simple. Mais les mots de Victor suggéraient qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose que ma mère avait su. J'ai réduit la fenêtre de la banque et ouvert la base de données des accidents. Cela a pris quelques recherches, mais je l'ai trouvé. 15 octobre 1999. Diane Rousseau, accident véhicule seul, autoroute A13. Le rapport de base était ce qu'on m'avait toujours dit. Défaillance des freins. La voiture a quitté la route, fatale à l'impact. Mais il y avait un dossier d'enquête détaillé en pièces jointes. Quelque chose dont j'ignorais l'existence.
Je l'ai téléchargé, mes mains commençant à trembler en lisant les notes de l'officier enquêteur. La conduite de frein semble avoir été délibérément sectionnée. Marque d'outil compatible avec un dommage intentionnel. Recommandation pour enquête pour homicide. Note, enquête terminée à la demande de la famille. Voir autorisation ci-jointe. L'autorisation était signée par Victor Delacroix. Mon père avait arrêté l'enquête sur le meurtre de ma mère. J'ai appelé Raymond Faure, mes doigts tâtonnant avec le téléphone. Il a répondu à la première sonnerie comme s'il attendait. Pierre. Sa voix était prudente, mesurée. Je suppose que tu l'as ouverte. C'est quoi ce bordel, Faure? Qu'est-ce que Victor savait sur la mort de ma mère? Il y eut une longue pause. Je pouvais l'entendre respirer, choisissant ses mots. Je ne peux te dire que ce que Victor m'a autorisé à dire. Vérifie d'abord le compte, ensuite tu comprendras pourquoi ta mère est morte. La vérité attend depuis 25 ans. Dis-le-moi maintenant, ai-je exigé, mais la ligne était déjà coupée. Je me suis rassis dans ma chaise, fixant l'écran de l'ordinateur. Le rapport d'accident était toujours ouvert dans un onglet, le site de la banque dans un autre. Ma mère avait été assassinée. Victor le savait. Et d'une manière ou d'une autre, il y avait un compte bancaire suisse qui expliquerait tout. J'ai cliqué de nouveau sur le site de la banque, mon cœur battant si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Le tableau de bord du compte se chargea lentement, chaque seconde s'étirant comme une heure. Quand le solde est enfin apparu, j'ai dû cligner des yeux plusieurs fois pour m'assurer que je voyais les chiffres correctement. Ce n'était pas possible. Cela devait être une erreur. J'ai rafraîchi la page une fois, 2 fois, 3 fois, mais le nombre restait le même. Le téléphone a sonné, interrompant mon choc. Numéro international inconnu. Monsieur Pierre. La voix était âgée, accentuée allemand, formelle. Je m'appelle Heinrich Duquet. J'attends depuis 25 ans que vous accédiez à ce compte. Je crois qu'il est temps que vous appreniez la vérité sur votre mère, votre père, et les 18 millions que vos frères viennent d'hériter. J'ai regardé de nouveau l'écran, le nombre impossible qui me fixait, et j'ai réalisé que toute ma vie avait été construite sur un mensonge qui était sur le point de s'effondrer. Je vous écoute, dis-je. Le nombre sur l'écran de mon ordinateur n'avait aucun sens. J'avais rafraîchi la page 3 fois, certain qu'il y avait une erreur, une virgule mal placée qui ramènerait cela à la réalité, mais le solde restait inchangé. 127 millions d'euros. Monsieur Pierre, êtes-vous toujours là? La voix d'Heinrich Duquet me tira de mon choc. Ça ne peut pas être réel, ai-je réussi à dire, serrant le téléphone comme s'il pouvait disparaître. Il y a une erreur. Il n'y a pas d'erreur, répondit Duquet, son accent allemand donnant à chaque mot un poids prudent. Ce compte grandit depuis 29 ans, attendant ce moment. Mais l'argent, monsieur Pierre, n'est que le début de ce que vous devez comprendre. J'ai cliqué sur l'historique du compte, faisant défiler des décennies de dépôts. Il commençait en 1996, 3 ans avant ma naissance. Des virements réguliers provenant de quelque chose appelé Projet Prométhée. Numéro de série gouvernementaux, code de routage fédéraux. Le dernier dépôt avait été fait le 15 octobre 1999, le jour où ma mère est morte. Votre mère, monsieur Pierre, n'était pas celle que vous croyez. Diane Rousseau n'était pas simplement une secrétaire. Elle était agent spécial senior Diane Rousseau, de la brigade financière. Elle était infiltrée chez Delacroix Industries dans le cadre d'une enquête de 3 ans sur l'opération de blanchiment d'argent de votre père. La pièce commença à tourner. J'ai dû mettre ma tête entre mes genoux pour ne pas m'évanouir. C'est impossible. Elle était juste sa secrétaire. Ils ont eu une liaison. La liaison était réelle, dit doucement Duquet. C'était ça le problème. L'agent Rousseau est tombée amoureuse de sa cible. Vous n'étiez jamais censé arriver. Quand elle est tombée enceinte, elle a essayé de s'extraire de l'opération. Elle voulait tout avouer à Victor pour trouver une issue qui vous protégerait tous les deux. Mais Victor l'a découvert en premier, dis-je, les pièces s'assemblant dans mon esprit. Oui, il a découvert sa véritable identité quand vous aviez 2 ans. Mais à ce moment-là, quelque chose d'inattendu s'était produit. Victor était tombé amoureux d'elle aussi. Et malgré tout, il vous aimait. Le garçon qui n'était jamais censé exister était devenu la seule chose authentique dans son monde de transactions calculées. J'ai pensé à toutes ces années de distance froide, le refus de m'appeler fils, les rappels constants que je n'étais pas à ma place. S'il m'aimait,
il avait une drôle de façon de le montrer. Il vous a gardé à distance pour vous protéger. Monsieur Pierre, vos frères, Guillaume et Henri, étaient déjà formés pour reprendre l'entreprise criminelle. Ils avaient 13 et 10 ans quand votre mère est morte. Assez vieux pour être dangereux s'ils connaissaient la vérité. S'ils découvraient que vous étiez le fils d'un agent fédéral, que votre existence menaçait tout ce qu'ils devaient hériter. Que pensez-vous qu'il se serait passé? Le meurtre de ma mère prenait soudainement tout son sens. Ils l'ont tué, ai-je chuchoté. Pas personnellement, mais oui. Quand Guillaume a appris la véritable identité de votre mère, il l'a dit à Henri. Ensemble, ils ont payé quelqu'un pour couper les freins. C'étaient des enfants, mais des enfants de la Croix élevés pour voir les menaces et les éliminer. Victor a découvert ce qu'ils avaient fait après qu'il soit trop tard. Et il a étouffé l'affaire, dis-je, la colère montant dans ma gorge. Il a fait un choix. Dénoncer ses fils pour meurtre ou protéger la seule personne innocente dans toute l'équation, vous. Alors il a passé un accord avec les autorités. Votre mère avait compilé 3 ans de preuves avant sa mort. Tout ce qu'il fallait pour détruire l'Empire de la Croix. Victor continuerait à diriger l'opération, fournissant des informations au bureau, les aidant à attraper de plus gros poissons. En échange, il laisserait l'Empire debout jusqu'à sa mort, assurant que vous grandissiez protégé, sinon aimé. Et l'argent? Votre mère avait déjà commencé à convertir des preuves en actifs, se préparant à s'enfuir avec vous. Elle a liquidé des renseignements, vendu des informations à des concurrents, déplacé de l'argent par des canaux qui prendraient des décennies à tracer. C'était sa police d'assurance. Quand elle est morte, Victor a continué le travail, y ajoutant chaque année. Chaque crime que vos frères commettaient, chaque euro qu'ils volaient, il le matchait dans votre compte. L'argent du sang qu'il hérite aujourd'hui est bâti sur la même fondation que votre fortune. La différence, c'est que la vôtre est propre. Je me suis levé, faisant les 100 pas dans mon petit appartement, essayant de traiter 28 ans de mensonges se dénouant en quelques minutes. Il y a plus, dit Duquet. Vérifiez vos messages sécurisés dans le compte. J'ai cliqué sur l'onglet Messages. Des centaines de fichiers sont apparus. Dossiers financiers, photographies, conversations enregistrées, preuves de chaque crime commis par Delacroix Industries sur 3 décennies. Mais les fichiers les plus récents étaient différents. Ils dataient des 5 dernières années, tous concentrés sur Guillaume et Henri. Vos frères n'héritaient pas juste de la richesse aujourd'hui, monsieur Pierre. Ils héritaient de l'empire criminel et ils l'ont développé avec enthousiasme, ajoutant le meurtre, l'extorsion et le trafic d'êtres humains à l'entreprise familiale. Votre père a tout documenté. Il voulait que vous ayez le choix qu'il ne s'est jamais donné. Vous pouvez partir avec votre fortune ou vous pouvez rendre justice. Les preuves sont toutes là, admissibles, incontrovertibles. J'ai fixé les fichiers, comprenant enfin ce que les derniers mots de Victor signifiaient. Le caractère détermine la valeur. Il ne se moquait pas de moi. Il portait un jugement sur nous tous. Je suis resté assis avec ce pouvoir pendant 3 jours. 127 millions d'euros et assez de preuves pour détruire tout ce que mes frères venaient de fêter. La partie rationnelle de moi disait de prendre l'argent et de disparaître, construire une nouvelle vie loin de l'héritage de sang et de mensonges des Delacroix. Mais je continuais à penser à ma mère mourant seule sur cette autoroute et au garçon de 13 ans qui avait ordonné sa mort, buvant maintenant du champagne dans un Pantouse parisien. Le 4e jour, j'ai pris ma décision. J'ai transféré 10 millions d'euros sur un nouveau compte. Assez pour construire la vie que je voulais, mais pas assez pour me perdre dans une richesse que je n'avais pas gagnée. Le reste resterait où il était, grandissant, attendant, un monument au sacrifice de ma mère que je n'avais pas besoin de réclamer. Ensuite, j'ai créé 2 paquets. Le premier est allé à la brigade financière, contenant chaque fichier du compte, chaque document que mon père avait rassemblé, chaque crime que mes frères avaient commis dans leur hâte d'étendre l'Empire. Le second paquet est allé à maître Raymond Faure avec des instructions précises. Le livrer à mes frères à exactement 14 heures le mardi, la même heure où ils avaient ri de mon enveloppe. J'ai réservé un vol pour Zurich pour lundi soir, aller simple. Les arrestations ont eu lieu mardi après-midi. J'ai regardé depuis ma chambre d'hôtel en Suisse alors que BFM TV diffusait l'information en boucle. Des agents fédéraux envahissant le siège de Delacroix Industries. Guillaume sortit me noter, le visage masqué par la confusion et la rage. Henri essayant de courir, plaqué au sol dans le garage qu'il venait d'hériter. Les infos ont appelé ça la plus grande opération contre la criminalité financière de l'histoire de Paris. 3 décennies de blanchiment d'argent,
d'extorsion et de meurtre se dénouant en un seul après-midi. Mon paquet pour eux contenait une seule feuille de papier, le même papier à lettres vieillies que Victor avait utilisé pour mon enveloppe. Le message était bref. Le caractère détermine la valeur. Profitez de ce que vous méritez. L'enfant qui n'était jamais censé exister. En quelques heures, tous les actifs ont été gelés. Les propriétés, les yachts, les voitures, tous saisis par les autorités. Chloé a été arrêtée essayant de fuir vers Milan avec des valises pleines de bijoux. Mathilde a été arrêtée au Yacht Club, essayant encore d'enregistrer des bateaux qu'elle ne possédait plus. L'empire bâti sur l'argent du sang s'est effondré entièrement, emportant tout le monde qui l'avait touché vers le bas, sauf une personne. Moi. J'ai changé de nom après ça. Je suis devenu quelqu'un de nouveau dans un pays qui comprenait la réinvention. Les 10 millions que j'avais pris étaient plus que suffisants pour construire quelque chose de vrai. J'ai lancé une fondation pour les enfants qui avaient perdu leurs parents à cause de la violence. Des enfants qui savaient ce que signifiait être un dommage collatéral dans la guerre de quelqu'un d'autre. Nous avons aidé 300 familles jusqu'à présent, leur donnant ce que je n'ai jamais eu. Quelqu'un qui voyait leur douleur et disait qu'elle comptait. Heinrich Duquet gère toujours le compte principal. Il a atteint plus de 200 millions maintenant grâce aux investissements. Une fortune qui double chaque décennie. Il appelle une fois par an à l'anniversaire de la mort de ma mère, toujours avec la même question. Allez-vous le réclamer cette année, monsieur Pierre? Et je donne toujours la même réponse. L'enfant qui n'était jamais censé exister se débrouille très bien sans. Parce que c'est ce que j'ai finalement compris, assis dans cette chambre d'hôtel suisse à regarder la vie de mes frères s'effondrer à la télévision internationale. Victor leur avait donné exactement ce qu'ils avaient toujours voulu, l'empire de la croix. Chaque euro empoisonné. Et il m'avait donné ce que je n'avais jamais su que j'avais besoin, la liberté de tout cela. Ma mère est morte en essayant de me sauver de la source de cet argent. Victor a vécu en me gardant à distance pour me protéger de sa corruption. Chaque épaule froide, chaque déni public, chaque rappel que je n'appartenais pas à ce monde. Ce n'était pas du rejet. C'était de la préservation. Il m'a rendu assez fort pour survivre sans son amour parce qu'il savait qu'un jour je devrais survivre sans sa protection. Le véritable héritage n'était pas l'argent ou les preuves ou même la vérité. C'était la chance de choisir qui je voulais être quand tout ce que je pensais me définir était dépouillé. Guillaume et Henri n'ont jamais eu cette chance. Ils sont nés dans l'Empire, élevés pour le diriger, et finalement détruits par lui. Mais j'étais l'enfant qui n'était jamais censé exister, ce qui signifiait que j'étais libre d'exister entièrement selon mes propres termes. Parfois, je passe devant des banques à Zurich et je pense à ces millions assis là, grandissant comme une tumeur dorée. Parfois, je me demande à quoi ressemblerait ma vie si je réclamais tout. Puis je me souviens de ma mère mourant pour me garder loin de la source de cet argent et de Victor vivant dans une distance froide pour me garder de sa corruption. Et je continue à marcher. Parce que certains héritages sont trop lourds à porter. Certaines fortunes coûtent plus qu'elles ne valent. Et parfois, la plus grande richesse est de découvrir que vous avez déjà assez. C'est la vérité sur le fait d'être l'enfant qui n'était pas censé exister. Une fois que vous l'acceptez, vous êtes libre d'exister entièrement selon vos propres règles. Si cette histoire a résonné en vous, prenez un moment pour aimer cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa valeur n'est pas déterminée par la reconnaissance des autres.